Bonjour à toutes et à tous, je suis Rémi Bouchier, je dirige le CSTB Lab, qui est l'accélérateur de start-up du CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur les plateaux des Digital Days by Rent. Alors je vais commencer par un chiffre, 12 tonnes. 12 tonnes, c'est la quantité de CO2 qui est émise en moyenne par un Français sur une année, dont environ un quart est attribuable au secteur de la construction, ce qui fait de notre secteur un des plus émetteurs, le plus émetteur après les transports. Il est donc plus qu'urgent d'agir et nous allons voir aujourd'hui comment la filière peut s'organiser en ce sens, notamment sous l'impulsion de la nouvelle réglementation environnementale RE 2020. Nous verrons également en quoi ce virage que constitue la construction bas carbone est une véritable opportunité pour l'émergence de jeunes entreprises innovantes qui proposent chacune de nouvelles armes contre le changement climatique. Alors je précise à tous ceux qui nous écoutent qu'à l'issue de la table ronde, on réservera un petit peu de temps pour vos questions, que vous pouvez nous adresser dès à présent via le chat. Alors, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir mes invités. Donc, Damien Cuny, bonjour. Bonjour Rémi. Vous êtes le CEO de la start-up Epiderm, qui propose une solution de generative design basée, entre autres, sur de la donnée carbone. Exactement. Donc chez Epiderm, on développe une plateforme d'aide à la décision qui est destinée aux acteurs de la conception du bâtiment pour les aider justement et les accompagner dans cette transition bas carbone qui est impulsée notamment par la RE 2020. Okay. Merci Damien. Renaud Attal, vous êtes le CEO de la start-up Corecyclage qui propose des outils pour faciliter le réemploi. Bonjour. Bonjour. Effectivement, le BTP, c'est 70% des déchets qui sont produits en France. Et donc aujourd'hui, à la fois avec la RE 2020, mais également avec la loi AGEC, la question du réemploi des déchets est quelque chose d'hyper important. Et du coup, on en parlera et je vous présenterai Corecyclage. Super, merci. Patrick Fichou, vous êtes le CEO de la start-up H-Experience qui propose une solution de suivi de différents indicateurs de consommation et de confort dans le bâtiment. Bonjour. Bonjour Rémi, oui, donc nous on intervient après la construction, donc pour suivre les consommations d'énergie, d'eau, mais également tout le confort dans le bâtiment, la qualité de l'air et tout ce qui est autour de la qualité de l'air pour s'assurer que l'environnement est sain à l'intérieur du bâtiment. Merci. Donc à distance, nous avons également Rémi Perroni. Rémi Perroni, vous êtes le CEO de la start-up Kaeli Energy qui propose une solution de rafraîchissement à faible impact carbone. Bonjour. Bonjour à tous. Effectivement, Kaeli, nous concevons et fabriquons des rafraîchisseurs adiabatiques indirects, donc en gros une alternative bas carbone à la climatisation résidentielle. Merci. Et nous avons enfin à distance Julien Hans. Julien Hans, vous êtes à la tête de la direction énergie et environnement du CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Bonjour Julien. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Je vais commencer par vous, Julien. Donc, avec la RE 2020, on parle beaucoup de construction bas carbone. Qu'est-ce que ce concept regroupe exactement? Et puis, est-ce que c'est finalement totalement nouveau? En fait, tout simplement, depuis une bonne trentaine d'années maintenant, on essaye de faire progresser nos bâtiments sur leur performance environnementale. Assez clairement, on a commencé à travailler sur les consommations d'énergie depuis les premiers chocs pétroliers. Et nous avons aujourd'hui des bâtiments neufs qui sont plutôt très performants du point de vue de leur consommation d'énergie en exploitation. Donc aujourd'hui, et devant l'urgence du réchauffement climatique, il est important de commencer à caractériser les performances carbone de nos bâtiments neufs. Et donc, pour ce faire, il y a l'actualité, c'est qu'une nouvelle réglementation environnementale va bientôt sortir, donc la RE 2020. Est-ce que vous pouvez nous en préciser les principes généraux et en quoi cette nouvelle réglementation peut changer les pratiques et la filière du bâtiment? Rémi, vous l'avez dit en introduction, en réalité, il nous faut comprendre les émissions de gaz à effet de serre que nous avons tous aujourd'hui, donc que ce soit en tant que citoyen ou en tant que professionnel de la construction. Et aujourd'hui, les gaz à effet de serre émis par les projets de construction neuve sont en réalité beaucoup plus présents dans la phase de construction, c'est-à-dire derrière les produits de construction que l'on va utiliser, que sur une cinquantaine d'années de consommation d'énergie en exploitation. Donc c'est tout à fait considérable et on ne pourrait pas réaliser aujourd'hui des bâtiments dits bas carbone si nous n'analysions pas la globalité des différents contributeurs, donc, dont les produits de construction. Donc la réforme principale, l'évolution principale de cette réglementation, c'est à la fois l'introduction de la métrique carbone, qui n'était jusqu'à présent pas incluse, mais surtout l'introduction du concept de l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire de regarder le bilan environnemental du berceau jusqu'à la tombe, pour mieux capturer l'intégralité des différents leviers d'action pour construire bas carbone.
À noter aussi sur cette réglementation, puisqu'il s'agit de réchauffement climatique, il y a la dimension d'atténuation en émettant peu, mais aussi d'adaptation en introduisant des critères de confort qui permettront de mieux supporter les vagues caniculaires à venir. Donc, effectivement, on voit que la RE 2020, c'est un changement assez profond, hein, donc avec notamment la prise en compte systématique du contenu carbone des produits de construction. Damien Cuny, chez Epiderm, vous développez un outil pour faciliter une conception fiable des bâtiments, en tenant compte notamment de leur contenu carbone. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Oui, donc chez Epiderm, donc, comme je disais tout à l'heure, on développe une plateforme digitale qui va reposer sur 2 éléments principaux. Le premier, c'est une base de données de ces fameux matériaux de construction qui va lier à la fois leurs données techniques et leurs données environnementales. Et en deuxième point, des algorithmes qui vont être là pour aller traduire la réglementation en vigueur sur les bâtiments et aller piocher automatiquement pour chaque projet quels sont les matériaux qui sont éligibles sur ce projet-là et simuler des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de variantes constructives d'assemblage de matériaux pour trouver les optimums par rapport à la fois à la réglementation et en second lieu aux objectifs de l'utilisateur. D'accord, donc ça va un peu au-delà du carbone, c'est vraiment une plateforme d'optimisation sur l'ensemble des critères. Oui, clairement, c'est une plateforme qui se veut multicritère. Notre vision et notre conviction à nous, c'est qu'on ne pourra pas faire de l'optimisation carbone sans passer en premier lieu par l'ingénierie. Il faut quand même que les matériaux répondent à des contraintes feu, des contraintes acoustiques, etc. Et à partir du moment où on a sécurisé ce champ réglementaire ou ce champ ingénierie, on peut se permettre de faire de l'optimisation carbone à notre sens. Alors justement, donc sur cette plateforme et puis avec votre expérience, est-ce que vous pouvez nous donner, vous et puis peut-être d'autres intervenants autour de la table, quelques exemples de produits, procédés bas carbone qu'on voit aujourd'hui émerger sur le marché? Alors, pour reprendre un petit peu ce que disait Julien, à mon sens, il faut vraiment voir la RE 2020 comme un premier pas vers la problématique carbone. Ce qu'on vise en réalité, c'est une neutralité carbone du secteur du bâtiment à 2050. Donc on va vraiment y aller par marche progressive. Et pour atteindre les niveaux de la RE 2020, on a déjà plusieurs solutions matériaux qui sont disponibles actuellement sur le marché. Donc à mon sens, on va plutôt être dans une problématique de conception aujourd'hui. Et on va petit à petit glisser sur une vraie problématique de R&D et de fabrication de matériaux bas carbone. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit déjà venir sur le marché, nous chez Epiderm, au cours de la constitution de la base de données par exemple, c'est des innovations qui vont venir de 2 angles différents. Le premier, ça va être de la R&D des acteurs traditionnels. Donc on va avoir des acteurs béton, des acteurs laine de verre, laine de roche, etc., qui vont innover notamment sur leur process de fabrication des matériaux pour faire baisser le poids carbone inhérents aux matériaux. La deuxième vague qu'on va voir arriver, ça va plutôt être des matériaux qui vont venir de filières assez jeunes, assez nouvelles, par exemple les biosourcés. Donc on a aujourd'hui des acteurs qui s'organisent autour de la paille, du béton de chanvre, etc., qui sont des procédés nouveaux et des nouvelles filières qui ont besoin d'avoir un petit peu de temps pour gagner en maturité. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose, peut-être Julien, si on peut compléter ce tableau. Ah, petit problème technique. C'est qu'à partir du moment où on a volonté de faire mieux sur un sujet donné, l'innovation se développe. Rappelons-nous que les isolants, les pompes à chaleur, toutes les technologies qui nous ont permis aujourd'hui de faire des bâtiments à basse consommation se sont développées parce qu'il y avait un intérêt à le faire et une réglementation ou des éléments de certification d'ailleurs, enfin tout un tas de volontés de mesurer nos performances énergétiques et de progresser. Donc aujourd'hui, on ouvre effectivement avec une mesure. Et cette mesure va encourager, puisqu'évidemment, si je mesure et que je propose des seuils et des performances, il va y avoir une réponse technologique, mais aussi une réponse de conception. Parce que rappelons-nous bien que pour concevoir des bâtiments bas carbone, il faut évidemment des technologies adaptées. Il y a peut-être aussi à revoir la manière dont nous concevons les ouvrages. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir. Renaud ? Il y a également un vrai enjeu vis-à-vis du réemploi et de l'économie de la fonctionnalité, puisque aujourd'hui, lors de leur première utilisation, leur impact carbone est directement lissé. Et du coup, tous ces matériaux qu'on va pouvoir prélever pour réutiliser dans de nouvelles constructions permettent d'avoir justement une construction bas carbone également. C'est-à-dire qu'on a en fait injecté du carbone il y a un certain temps dans un matériau qui maintenant est déconstruit et on n'a pas à le réémettre pour le fabriquer. En fait. Exactement. D'accord.
Alors, je reviens vers Damien. On voit qu'il y a quand même un enjeu assez fort autour de la donnée carbone, hein. Donc, est-ce que vous pouvez là aussi nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Enfin, comment les données sont mises à disposition aujourd'hui et comment garantir leur fiabilité? Donc, en fait, la RE 2020 va vraiment venir amener ces seuils de carbone embarqués dans les matériaux. Et on va devoir, à partir de l'année prochaine, tenir, moi, ce que j'appelle une comptabilité carbone. C'est-à-dire que de la même façon qu'on fait une comptabilité en fin de projet pour savoir combien on a dépensé, on va pouvoir faire une comptabilité carbone en faisant de la même façon la liste des matériaux, leur quantité et le poids carbone associé. Il y a plusieurs sources sur lesquelles on peut se baser pour la comptabilité carbone. En France, ce sera une base qui s'appelle la base INIES, qui est gérée notamment par HQE et le ministère de la Transition écologique, et qui va donner en fait le poids carbone calculé par rapport à toute cette ACV, donc avec un module production, fabrication du matériau, un module transport sur chantier, mise en œuvre et scénario de fin de vie. Je voudrais juste rajouter un petit point, c'est que la comptabilité carbone en tant que telle, à mon sens, n'est pas suffisante. Donc il y a vraiment cette partie ingénierie qu'il faut déminer. Et de la même façon, il y a d'autres paramètres quand on veut vraiment regarder la donnée environnementale du bâtiment qui ne sont pas prises forcément en compte par la donnée carbone, qui peuvent être la durabilité du matériau, la maturité de la filière, etc. Effectivement, donc un matériau va avoir une certaine durée de vie, hein, dans les bilans carbone, et plus il dure longtemps, entre guillemets, et mieux c'est. C'est ça. Ok, donc merci. Donc on a vu, hein, une première réponse aux enjeux de la construction bas carbone, c'est bien l'émergence de nouvelles filières de production, moins carbonées ou utilisant des ressources biosourcées par exemple. Une autre piste, Renaud l'a déjà un peu évoqué, ça consiste à réutiliser des matériaux de construction, voire des composants complets. Donc Renaud, c'est effectivement l'enjeu adressé par votre start-up, Co-Recyclage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en 2 mots la différence entre recyclage et réemploi pour tout le monde, et en quoi ces actions peuvent nous aider à atteindre nos objectifs bas carbone? On en a déjà parlé, mais je vous laisse développer un petit peu plus. Oui, alors déjà Co-Recyclage, c'est vraiment une entreprise de l'économie circulaire engagée socialement, qui depuis aujourd'hui maintenant 8 ans est un précurseur dans le réemploi et l'économie circulaire, notamment dans le bâtiment. Et aujourd'hui, souvent on oppose réemploi et recyclage, mais en fait ce sont 2 choses complémentaires. Le réemploi, c'est vraiment donner une seconde vie pour le même usage. Comme vous avez la partie réutilisation, qui est donner une seconde vie, souvent dans un usage différent, un usage détourné. Et seulement quand les matériaux, quand les équipements ne peuvent plus servir, là, il y a un intérêt effectivement à faire du recyclage matière pour permettre de produire de la matière première secondaire qui va permettre de refabriquer des nouveaux produits qu'on va pouvoir réinjecter dans le bâtiment ou dans l'industrie. Ok, super. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en 2 mots ce qu'est votre solution Co-Recyclage, en quoi elle consiste? Alors, nous, on accompagne les entreprises et administrations vraiment pour permettre d'optimiser la digitalisation de l'ensemble de leurs ressources et permettre d'optimiser le réemploi, donc la seconde vie de ces dernières. Donc aujourd'hui, on a notamment un outil qui s'appelle Diager, qui est un outil qui permet de faire des diagnostics ressources ou des diagnostics PMD, produits, matériaux, déchets, qui a notamment d'obligatoire bientôt avec la loi AGEC qui sort prochainement et qui va commencer à être discutée dès ce mois d'avril et dans les mois qui viennent, et sur lequel, du coup, il est important aujourd'hui que l'ensemble des parties prenantes soient outillées, notamment au niveau numérique, pour permettre de mapper l'ensemble des ressources qu'elles ont présentes dans leur bâtiment existant, aujourd'hui déjà, et qui vont à terme être déconstruits, être rénovés, mais également dans les futurs bâtiments. Et comme c'était évoqué juste avant par Damien, effectivement, d'autant plus que derrière, il va y avoir toute la problématique des ACV, etc. Et du coup, plus on aura des données digitales, plus on aura de la data décision disponible pour savoir optimiser la partie bas carbone, mais également qu'est-ce qu'on va pouvoir réemployer, qu'est-ce qu'on va pouvoir réutiliser. Et du coup, nous, c'est ce qu'on propose et on outille les gens avec une solution simple, efficace, qui permet de faire des diags à la volée, de faire des diags également sur carto, c'est-à-dire directement sur les plans du bâtiment, et du coup d'inventorier tout ce qu'on a de manière très simple et efficiente et de pouvoir l'extraire comme on veut en version numérique pour l'injecter, peu importe où on le veut, dans sa propre plateforme, puisqu'on propose aussi des plateformes numériques qui permettent de faire la mutualisation des ressources, soit au sein d'un groupe,
pour l'ensemble de ces parties prenantes, l'ensemble de ces chantiers, pour un territoire, pour interconnecter l'ensemble des différents chantiers, construction, déconstruction, réhabilitation, et favoriser ce réemploi mutualisé au sens de l'écosystème local, régional, et puis derrière, bien sûr, de l'injecter dans toutes les autres plateformes, que ce soit pour les calculs bas carbone et le suivi de cette comptabilité bas carbone, que ce soit également pour aller vendre des matériaux dans différentes plateformes existantes. Voilà, aujourd'hui, il faut centraliser l'information, il faut avoir tout en digital pour être capable de savoir ce qu'on a, de savoir prendre des décisions et de suivre surtout les stocks de ce qu'on a. Parce qu'y compris quand on va aller injecter demain pour de la redistribution solidaire ou pour de la revente ces matériaux, c'est important de garder la maîtrise sur ces stocks et d'éviter les écueils sur des plateformes où on va vendre en parallèle à des clients qui du coup, après coup, on va leur dire désolé, mais votre projet là que vous avez initié il y a 3 mois, les matériaux en réemploi que vous étiez très content d'avoir trouvé, désolé, ils sont plus disponibles. Et oui, ça fait des contre-références, ce serait quand même assez dommage. Et donc sur cette loi AGEC, est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu en 2 mots ce que ça peut changer à court et moyen terme dans la pratique au niveau du bâtiment de manière générale? Alors ça va obliger très clairement les gens à, avant tout, faire déjà un diagnostic de ce qui est fait, parce que jusqu'à maintenant, le diagnostic déchets n'était pas obligatoire déjà. Le diagnostic ressources était quelque chose de très marginal. Là, aujourd'hui, le diagnostic produits, matériaux, déchets va devenir obligatoire pour tous les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés. Voilà. Donc ça, il n'y a pas photo, tout le monde va devoir s'y mettre. Derrière, il va y avoir une obligation de réduction des déchets. Aujourd'hui, je le disais en démarrage, c'est 70% de la production des déchets en France qui est produite par le bâtiment. Donc aujourd'hui, c'est un véritable enjeu. Et parmi ces ressources, clairement, on l'estime qu'il y a plus de 70% qui sont valorisables. Pour une majeure partie, avant tout, en réemploi, et puis bien évidemment, pour une autre partie, derrière, en recyclage matière. Et puis, comme c'était évoqué, il va y avoir de plus en plus de technologies qui vont se développer, des processus industriels qui vont derrière être à la fois continués et accélérés par les acteurs du secteur historique, mais également par des nouvelles startups entrantes, qui vont permettre d'autant plus d'augmenter son pourcentage de valorisation possible en réemploi, en réutilisation et en recyclage matière. Et aujourd'hui, clairement, plus personne n'aura le choix. Et je pense que c'est le sens de la vie, de ce qu'on vit déjà aujourd'hui. On le voit, quand on est confiné, derrière, la vie reprend un peu partout. Aujourd'hui, on le voit, on consomme une planète entière à partir des 3 premiers mois de l'année. Ce n'est plus possible, ce n'est plus gérable pour les générations à venir. Et du coup, il faut que tous ensemble, on travaille pour collectivement permettre de réduire l'impact carbone, de réduire la production de déchets, favoriser le réemploi et permettre aux générations futures d'être fiers aussi du travail que l'on fait tous aujourd'hui collectivement. Et donc là, on est vraiment sur un enjeu de circularité, c'est-à-dire qu'il y a une idée de mettre en relation de la déconstruction sur un chantier et une construction dans un délai temporel relativement court et dans un rayon géographique qui est aussi assez restreint en fait. Tout à fait. C'est l'enjeu du réemploi. Nous, en tout cas, tel qu'on l'opère depuis 8 ans, c'est vraiment de faire du réemploi local. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens de rajouter des impacts, comme c'est évoqué d'ailleurs encore une fois par Damien à très juste titre, de rajouter de l'impact carbone avec des milliers de kilomètres qui vont être faits pour transposer d'un chantier à un autre chantier, à l'autre bout de la France ou à travers l'Europe. Même si ça peut toujours être mieux qu'effectivement que d'utiliser des matériaux neufs. Mais pour autant, effectivement, c'est une vraie économie d'échelle au sens régional, au sens local. Et du coup, cet enjeu vraiment de permettre la mutualisation interchantier, intergroupe de l'ensemble de l'écosystème est vraiment primordial pour l'avenir. Et c'est comme ça que collectivement, on va réussir, grâce à la digitalisation des données, grâce à l'ensemble des solutions à la fois que Corecyclage propose, mais également que d'autres acteurs proposent, notamment sur la partie revente, sur du calcul de l'impact, etc., d'interconnecter en fait l'ensemble des flux, l'ensemble des datas, pour permettre de maîtriser véritablement son éco-construction. Super, merci. Donc on vient d'évoquer ensemble quelques pistes pour réduire le contenu carbone des produits et composants dans le bâtiment. Julien l'a dit, c'était une des grandes nouveautés de cette RE 2020. Alors une autre piste qui, elle, est un peu moins nouvelle, mais consiste toujours à réduire au maximum les consommations d'énergie du secteur. Alors, un des sujets d'actualité concerne la parution du décret tertiaire aujourd'hui. Et là, je me retourne vers Julien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots de quoi il s'agit, en quoi consiste ce décret et qu'est-ce que ça va impacter également au niveau de la filière ?
Oui, ben, comme ça vient d'être dit aussi par Renaud, ça va dans le sens de l'histoire, ces évolutions-là. Je disais tout à l'heure que les bâtiments neufs étaient devenus très performants et on a tous en tête qu'aujourd'hui, ils sont performants sur le papier et qu'il faut donc mesurer et garantir en fait les performances énergétiques en exploitation. Et en fait, ce décret tertiaire qui va cibler en fait tous les bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m², va en fait quelque part conduire les différents acteurs concernés à s'engager finalement à suivre leurs performances énergétiques et à s'engager dans une démarche de progrès où les points de passage à retenir sont il faudra consommer 40% d'énergie en moins en 2030, 50% d'énergie en moins en 2040 et 60% d'énergie en moins en 2050. Donc on retrouve bien les trajectoires de la stratégie nationale bas carbone. Et c'est vraiment faire prendre conscience aujourd'hui aux gens qu'il va falloir comprendre ce que l'on consomme, où sont les leviers d'action et s'engager dans une démarche de progrès pour quelque part faire recoller nos bâtiments existants à des standards de consommation de nos bâtiments aujourd'hui neufs. Gardez bien en tête, mais je pense que vous l'avez tous en tête, hein, c'est qu'un bâtiment existant peu performant aujourd'hui, c'est entre 300 et 350 kWh par mètre carré par an de consommation énergétique dite réglementaire, hein, donc d'eau chaude, de chauffage, et qu'aujourd'hui, les bâtiments neufs sont plutôt sur des ordres de grandeur de 50, quoi. Donc les progrès à mesurer sont considérables. Tout à fait. Donc Patrick Fichou chez H Experience, ce sujet de la baisse des consommations, c'est un véritable enjeu pour vos clients, en particulier dans le secteur tertiaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, ben, écoutez, comme l'a justement dit Julien, le décret tertiaire a beaucoup de qualités. Le premier, c'est d'obliger les acteurs du bâtiment, enfin les acteurs comme les foncières et ceux qui possèdent un parc immobilier important, de travailler très fortement autour de ce sujet-là. Donc, il y a différentes actions qui sont possibles pour baisser les consommations. Il y a premièrement la rénovation des bâtiments avec des matériaux, mais qui sont évidemment des actions plus coûteuses. Et puis, il y a un certain nombre d'actions qui sont finalement pas si coûteuses que ça par rapport aux enjeux, qui sont le suivi des consommations énergétiques. Donc, c'est absolument fondamental d'avoir maintenant un outil de suivi des performances énergétiques. Et d'ailleurs, le décret tertiaire oblige à déclarer ces consommations de façon très régulière par rapport à une année de référence qui est une année postérieure à 2010. Donc là, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à travailler sur ce sujet-là, avec des enjeux, comme l'a dit Julien tout à l'heure, de réduction assez fort, jusqu'à 60%, ce qui est quand même énorme, des consommations énergétiques. Le deuxième enjeu, c'est le coût de l'énergie, évidemment, puisque l'énergie n'arrête pas d'augmenter. Et encore en France, en Europe, on a un coût d'énergie relativement maîtrisé, mais dans d'autres pays du monde, notamment en Asie, le coût de l'énergie est très très fort. Donc ça va être vraiment une problématique mondiale, bien sûr de réduction des gaz à émissions de serre, et puis bien entendu sur la partie des consommations par rapport au budget et aux factures énergétiques. Donc nous, ce qu'on prévoit, c'est sur notre solution, il y a évidemment le suivi, mais ça ne suffit pas, il faut pouvoir agir. Donc il y a des plans d'action qui sont évidemment identifiés, et puis on arrive à croiser des données. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. On arrive à croiser des données de présence par rapport aux consommations, des données de ventilation par rapport aux données de consommation. Et tout ça nous permet aussi de monitorer et d'agir en fonction de présence ou pas de personnes dans le bâtiment. Donc ça, c'est vraiment des actions importantes que l'on met en place régulièrement. D'accord. Alors, en préparant cette table ronde, vous m'avez indiqué que l'Europe et la France en particulier avaient plutôt pour le coup un coup d'avance sur le reste du monde concernant ces sujets monitoring, IoT et sur les services associés. Vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est que c'est intéressant. Oui, en fait, ça vient notamment du fait qu'on est assez bon dans tout ce qui est IoT, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été créées. Il y a beaucoup de sociétés françaises dans ce domaine-là. Donc, on travaille, nous, avec beaucoup de constructeurs français et étrangers aussi. Donc, ça fait en sorte que, finalement, les sociétés françaises sont assez performantes dans ce domaine-là, parce qu'on a commencé à travailler assez tôt. Donc, tout ce qui est LoRa, ce sont des protocoles, et Sigfox, qui est une société française, sont des protocoles bas débit qui permettent de mettre en place des solutions de comptage et de monitoring énergétique à faible coût dans les bâtiments. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on est
on est assez bien placé en Europe sur ces sujets-là. Et donc, du coup, on a aussi la possibilité d'aller accéder à des marchés étrangers, du coup, grâce à cette avance. Bien sûr. Alors après, on a un autre enjeu qu'on a clairement, enfin, que vos clients identifient clairement, c'est évidemment celui du confort et de la santé. Alors évidemment, avec le Covid, on en parle un peu plus en ce moment. Donc comment peut-on concilier confort et baisse des consommations énergétiques ? Alors, effectivement, le confort, c'est un gros sujet. Alors, c'est lié principalement à la qualité d'air aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet forcément nouveau, puisqu'on sait que la qualité d'air, c'est traité depuis bien longtemps dans le bâtiment. Il y a des normes associées à ça, qui sont finalement peu contraignantes. Alors là, en revanche, on est en retard par rapport à d'autres pays d'Europe du Nord notamment, puisque les contraintes sont finalement assez facilement atteignables, ne sont pas très contraignantes. Donc c'est un peu le parent pauvre du bâtiment. Et en plus, la qualité d'air, ça ne se voit pas. Donc du coup, c'est un peu laissé de côté. Quand il faut changer un filtre sur une CTA, c'est quand même un coût non négligeable. Et comme c'est totalement invisible pour tout le monde, on a tendance à l'oublier. Et puis parfois, le filtre s'encrasse fortement et la qualité d'air est fortement détériorée. Alors, il y a deux choses sur la qualité d'air. On mesure déjà aujourd'hui fortement le taux de CO2. Alors, taux de CO2 pour deux objectifs. Vous savez que c'est un facteur indirect de mesure de ventilation dans l'espace concerné. Donc c'est important de le mesurer de façon fréquente et on va dire permanente maintenant dans beaucoup d'endroits. On sait que le virus se transmet par aérosol. Donc le fait de mesurer le taux de CO2 vous assure que le bâtiment est bien monitoré et vous permet de dégager des actions pour mieux l'aérer. Alors, ça peut être ouvrir une fenêtre, mais ça peut être aussi agir sur des ventiloconvecteurs, agir sur des registres d'air ou sur une CTA pour que la ventilation soit meilleure. Donc ça, c'est la première chose côté CO2. La deuxième chose à connaître, et très peu de personnes le savent, c'est que quand on est dans une salle fermée, donc salle de réunion par exemple, eh bien, quand on reste assez longtemps, forcément, si elle est mal ventilée, le taux de CO2 augmente fortement et on peut perdre jusqu'à 30% de nos capacités cognitives. Donc, si vous faites une réunion où la réflexion est importante, ou en tout cas vous faites une réunion de brainstorming ou autre, il faut savoir qu'il vaut mieux qu'il soit bien ventilé, sinon la performance de la réunion ne sera pas la même que si vous êtes dans un environnement qui est bien ventilé. J'espère que ce plateau est bien aéré, du coup, parce qu'on arrive à la demi-heure. Donc... Il est grand déjà. Donc justement, si on continue un peu sur ce lien confort-baisse de consommation, on a un sujet aujourd'hui clé pour l'avenir et je veux parler des périodes estivales. Donc les périodes estivales, l'été va être de plus en plus long, ça on le sait, avec les projections climatiques. Rémi Perroni, pouvez-vous nous expliquer en quoi ce réchauffement pourrait être une source d'augmentation des consommations d'énergie globale et ce que votre start-up Kaeli Energy propose pour limiter ce phénomène ? Bien sûr. Merci déjà de mettre un peu le temps pour expliquer ce qu'on fait. Effectivement, pour partager un référentiel commun et certainement penser une porte ouverte, qui est de plus en plus chaud, on s'en rend compte. Et pour donner un petit peu des chiffres aussi associés à ça, la canicule 2003, c'est 20 000 morts en France, 70 000 en Europe. Et malheureusement, ça augmente. Météo France prévoit une augmentation des canicules de 250% d'ici à 2050. Bref, le corollaire de cette situation, c'est qu'il fait de plus en plus chaud, mais il fait aussi de plus en plus chaud dans les bâtiments. Alors, dans les années 60, 70, 80, la RT 2012 a commencé à traiter le sujet. On a parlé de la TIC, la température intérieure de confort. Malheureusement, en fait, on se rend compte que même les bâtiments modernes aujourd'hui, classés BBC, donc 43% des cas, en fait, les occupants se déclarent non satisfaits par le confort thermique. Donc, ça pose problème. L'Aéro 20 a vraiment pris le sujet à bras-le-corps. Il y a vraiment une évolution importante. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que quand il fait 35 degrés à l'extérieur pendant une semaine, il finit par faire 30 degrés à l'intérieur, quelle que soit la qualité du bâtiment ou de son isolation. Donc on passe vraiment d'une situation où la climatisation était vue comme un luxe, comme un marqueur social, à un enjeu de santé publique. Malheureusement, effectivement, ces solutions de climatisation conventionnelles ne sont pas pleinement satisfaisantes à plusieurs égards. La première, c'est qu'effectivement, il y a des fluides frigorigènes dans ces produits-là qui ont des impacts carbone très importants. Ces appareils de climatisation ont des consommations électriques qui sont très importantes. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie l'a rappelé. La consommation énergique des climatiseurs, c'est vraiment l'angle mort du débat énergétique actuel.
et que si rien n'est fait, en fait, on se dirige directement vers un crack du froid, pour le paraphraser, d'ici à 2050. Le troisième point, non des moindres, c'est que la climatisation augmente les phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Concrètement, on réchauffe l'extérieur pour refroidir l'intérieur, et c'est vraiment le paradoxe de la climatisation, c'est qu'une personne équipée d'une climatisation réchauffe le salon de son voisin qui a choisi pour des raisons environnementales ou réglementaires de ne pas en avoir. Et en résumé, ça a l'air d'être un problème insoluble, hein, c'est un cercle vicieux. La solution, la climatisation fait partie du problème, le réchauffement climatique, et c'est là où finalement on a besoin de prendre un peu de recul, notamment de regarder ce qui se fait dans les pays où il fait déjà chaud. Il fait déjà chaud toute l'année, c'est le cas de l'Inde. Moi, j'ai passé de 2014 à 2017, je vivais et travaillais en Inde, et il se trouve que la plupart des Indiens n'ont pas de climatisation. Ils ont ce qu'on appelle des swamp coolers, ce sont des rafraîchisseurs adiabatiques, des grosses boîtes faites de paille avec un gros ventilateur. On arrive à refroidir un peu d'air en faisant passer de l'eau. Ça marche pas trop mal, ça consomme très peu d'énergie et c'est très robuste. Malheureusement, ça a des pouvoirs de rafraîchissement qui sont assez limités, et c'est de cette idée qu'est né le projet Kaeli, en voulant s'inspirer de cette ingénierie frugale au service du confort thermique. Donc concrètement, aujourd'hui, on conçoit et on fabrique des rafraîchisseurs adiabatiques indirects pour le résidentiel, à très forte capacité et à très forte performance. Concrètement, les appareils indiens, ils ont des niveaux de performance qui sont assez limités, et notamment par des asymptotes thermodynamiques qui sont à prime abord infranchissables, mais qu'on a réussi à faire sauter. Et notre développement technologique, il est réalisé en partenariat avec un laboratoire de recherche, USMB CNRS, le LOCI à Chambéry, qui est spécialisé sur les questions d'énergétique du bâtiment. Actuellement, notre niveau de performance, on parle de l'état de l'art, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de laboratoire ou d'entreprise dans le monde qui ait des performances supérieures aux nôtres. Et en partant de ce dev techno, nous proposons une solution, notamment pour le marché de la rénovation, le marché de la rénovation de bâtiments résidentiels, et particulièrement la rénovation de logements collectifs où l'installation de climatisation est tout simplement impossible. D'accord. Alors après, on peut peut-être préciser, Julien, par exemple, comment est-ce qu'on prend en compte aujourd'hui le confort d'été dans la RE 2020, et puis de manière plus générale, les enjeux qui sont associés à ces phénomènes d'îlots de chaleur urbains? D'ailleurs, reprendre sur ce qu'a dit Rémi sur les îlots de chaleur urbains pour que chacun comprenne bien, en fait, c'est vrai qu'en caricaturant, ça revient un peu aujourd'hui, la climatisation à l'échelle de la ville, à ouvrir la porte de son frigo dans son logement. On peut penser que ça va refroidir un petit peu, mais on a l'émetteur de chaleur et l'émetteur de froid au même endroit, quoi. Donc, il est certain qu'il y a une limite par rapport à ça. Je crois que la caractérisation de l'îlot de chaleur urbain lui-même, pour mieux le prendre en compte dans la conception du bâtiment, sera un facteur clé. Mais en attendant, effectivement, d'être un peu plus abouti sur ce point-là, ce que va proposer la RE 2020, c'est un indicateur en fait en degrés-heure. Donc, on va compter les degrés et le nombre d'heures au-dessus d'une limite de confort. Et pour fixer les idées, vous allez avoir deux seuils. Un seuil que vous ne pourrez pas dépasser à 1250 degrés-heure, ce qui, pour fixer l'idée, veut dire que vous allez avoir sur une année complète 25 jours en étant en permanence à 28 degrés la nuit et à 30 degrés, en 30 degrés le jour. Donc on est effectivement dans une situation un peu caniculaire. Ces bâtiments-là, voilà, c'est le seuil qu'on retient comme non acceptable. En delà de ce seuil et jusqu'à un seuil de 350 degrés-heure, ce que l'on va dire, c'est que potentiellement ces bâtiments-là sont suffisamment mal conçus pour générer des appels de climatisation, en fait, fictive, on va dire. Et donc, effectivement, on essaye de commencer à mettre, mais rappelons-nous que c'est une réglementation, hein, donc une voiture balai, suffisamment d'indicateurs pour permettre aux concepteurs de ne pas oublier ce sujet vital dans la conception des bâtiments, parce qu'on rappelle que les bâtiments, on les conçoit pour longtemps, et donc de mettre au cœur de la préoccupation de conception cette notion de confort d'été. Alors, si on revient maintenant là sur les différentes stratégies pour impulser une véritable trajectoire bas carbone dans le secteur de la construction, on avait parlé déjà de l'idée de réemployer des matériaux, hein, avec Renault, de réemployer même des composants, et on peut même élargir un peu l'idée en se disant si on réemployait un bâtiment complet. Donc réemployer un bâtiment complet, ça revient à le rénover en fait, et à le réutiliser. Et c'est évidemment tout l'enjeu de la rénovation. Donc Julien également, est-ce que vous pouvez nous expliquer où on en est aujourd'hui sur ce fameux chantier de la rénovation thermique ? C'est important de bien remettre tout en perspective, hein. On travaille effectivement sur nos bâtiments performants sur le neuf. Le neuf aujourd'hui, pour fixer les idées, c'est 300 000 logements neufs par an, donc c'est à peu près 30 millions de mètres carrés. L'existant, c'est 32 millions de logements et donc 3 milliards de mètres carrés, 1 milliard de mètres carrés de bureaux.
Donc, on est effectivement sur des stocks qui sont bien plus importants que le flux de bâtiments neufs aujourd'hui. On se les redit aussi tout à l'heure, ces bâtiments neufs aujourd'hui, que ce soit dans leurs émissions de gaz à effet de serre ou dans leur consommation énergétique, sont sur des niveaux de consommation incomparables. On est sur du 50 pour 350 en consommation d'énergie, on va être sur du 4 kg pour 100 kg sur le CO2 en exploitation. Donc on est vraiment sur le sujet en termes de consommation d'énergie et de réduction de gaz à effet de serre du secteur, c'est de réussir la massification du parc existant. Et comme on parlait tout à l'heure de réemploi et de recyclage, gardons bien en tête que quelque part, à l'échelle du territoire, rénover un bâtiment, c'est une forme de réemploi assez aboutie finalement, hein, puisqu'on va laisser un maximum de matière là où elle est pour refaire un bâtiment conforme au niveau des exigences d'aujourd'hui. Ce qui est extrêmement clair également sur ce dossier, c'est qu'il nous faut être en capacité d'expertiser ce parc existant. Ça a été dit tout à l'heure sur la notion de matières premières et de matières premières secondaires à l'échelle d'un territoire. Il nous faut des données pour pouvoir auditer ce parc existant. Et on se proposait d'ailleurs, Rémi, d'illustrer cela avec le projet Gorenov et la base nationale de bâtiments, puisque nous sommes sur le point de franchir un cap assez conséquent dans notre capacité à avoir le parc existant sous les yeux pour mieux comprendre ce qui se passe, y compris d'ailleurs du point de vue des matériaux constitutifs pour mieux caractériser ces fameuses mines urbaines que constituent nos bâtiments existants. Donc, je vous propose de visionner une petite vidéo qui explique ce projet et les résultats qu'on a obtenus. Dernière création de l'équipe data du CSTP, la base nationale des bâtiments, ou BNB, est un référentiel ouvert des bâtiments en France métropolitaine. Fruit du croisement géospatial d'une vingtaine de bases de données nationales, la BNB comprend la carte d'identité de 22 millions de bâtiments à usage résidentiel. Cette carte d'identité comprend entre autres la morphologie des bâtiments, les matériaux de structure et de toiture, les systèmes de chauffage et de CS, la consommation énergétique, les diagnostics DPE, ainsi qu'un ensemble de données administratives et économiques. Véritable jumeau numérique national, la BNB a pour vocation la massification des rénovations énergétiques, en offrant aux citoyens, aux acteurs publics comme privés, une base de référence consultable sous forme d'application ou d'API. Sous gouvernance publique, la BNB intègre des bases de données ouvertes et des données fermées issues des ministères, lui permettant un haut niveau de fiabilité. En partenariat avec Etalab, la partie publique de la BNB Open, sera publiée sous licence ouverte à partir de fin 2021 et sera régulièrement mise à jour pour intégrer les évolutions de ces bases sources. Financée dans le cadre de l'appel à projet C2E de la DGEC, la base nationale des bâtiments est le socle data du projet Gorenov sous gouvernance Profil. Merci. Donc, peut-être Julien, si tu peux développer un petit peu ce qu'on peut en attendre de cette base nationale. Je crois que tous ceux qui aujourd'hui opèrent des parcs de bâtiments, à commencer par des parcs avec un seul bâtiment quand on est juste propriétaire de son logement ou quand on est bailleur social, pour les parcs beaucoup plus grands, on a besoin de comprendre quel est l'âge du bâtiment, quelles sont les dernières opérations qui sont rénovées, est-ce que j'ai de l'amiante dans ce bâtiment-là, quels sont ces matériaux constitutifs. Et quand on sait qu'en fait, nous étions aujourd'hui dans une situation où bon nombre d'entre eux n'ont pas réponse à ces questions-là, il était fondamental d'être en capacité de remonter au clic l'ensemble des informations déjà disponibles. Vous avez bien compris que dans ce projet, ce qui était finalement à la fois assez trivial et en même temps assez incroyable, c'est d'être en capacité de regrouper au même endroit l'ensemble des bases de données que nous savions disponibles à gauche et à droite pour permettre effectivement, en un clic, d'avoir l'ensemble des informations disponibles. Et puis, comme les informations disponibles ne suffisent pas toujours, de rajouter un peu d'intelligence artificielle pour venir compléter, inférer par exemple différentes informations, pour venir compléter là où l'information n'était pas directe. Donc je crois que ça va être un réservoir de données fondamental pour aider les acteurs dans leurs différents projets, et pourquoi pas d'ailleurs dans les diagnostics déchets, comme c'était mentionné tout à l'heure. Alors merci Julien. Alors je pense qu'on y voit maintenant un peu plus clair sur les enjeux de la construction bas carbone. Alors je vais vous demander maintenant à tous un petit exercice prospectif. Alors on va se téléporter en avril 2031.
On vient de se faire vacciner contre le Covid-29, peut-être, je ne sais pas. Mais si cette mutation a eu peut-être lieu sur le virus, on va supposer qu'elle a eu lieu en tout cas dans le secteur du bâtiment et que donc, le virage de la transformation bas carbone a été pris. Donc maintenant, je vais vous demander à quoi va ressembler aujourd'hui, donc en 2031, une opération de promotion immobilière, de construction, de rénovation, voire une transaction immobilière. Alors vous n'avez pas 1 heure, vous avez 1 minute chacun. Je vais commencer par Damien. Merci Rémi. Alors pour moi, il y a plusieurs choses qui sont assez évidentes. La première, c'est que très rapidement, ce n'est pas déjà le cas, la valeur de l'asset immobilier va être liée à sa performance environnementale. Pour moi, c'est assez évident et ça va aller en se renforçant. Je pense aussi qu'il va y avoir un sens vers l'industrialisation et les nouvelles technologies. On le voit ici. L'industrialisation, je parle à la fois de l'industrialisation des process, donc on va avoir beaucoup de digital, nous on en fait partie, on vient de voir une solution qui paraît tout à fait pertinente aussi, notamment dans le cadre de la rénovation. Industrialisation aussi en construction, c'est-à-dire on en parle beaucoup, tout le hors-site qui a aussi son rôle à jouer sur la partie environnementale. Et le troisième point, on va en parler certainement beaucoup plus avec Renaud, c'est peut-être de voir l'asset immobilier non plus comme quelque chose qui, en fin de vie, est démontable et enfouissable, mais plutôt un bâtiment qui, à terme, pourrait devenir en fait une ressource exploitable. Justement, donc Renaud, quelle est votre vision là-dessus dans 10 ans ? Alors soyons fous, Oui. l'ensemble des chantiers, l'ensemble des acteurs du secteur sont tous interconnectés, tous digitaux. Et du coup, il n'y a pas un bâtiment qui ne se construit pas avec une partie majoritaire issue de réemploi. Voilà. Et puis je pense que même en termes d'usage, on peut aller encore plus loin. Et avec ce qu'on vit notamment aujourd'hui avec le Covid, on peut même se dire que demain, on peut aller au-delà de la partie matériaux, équipements, qui est en économie de la fonctionnalité, donc qui se réemploie en fonction des besoins et de projet en projet. Peut-être aussi que les habitations, les bureaux seront aussi tous en économie de la fonctionnalité. Et peut-être qu'on viendra passer quelques semaines à Paris une fois tous les 3 mois et que le reste du temps, on décidera d'aller s'installer dans d'autres belles villes de France ou un peu partout dans le monde au gré de nos envies et qu'on travaillera tous de toute façon hyper connectés. Et voilà. Ok. Et Patrick, quelle est votre vision là-dessus dans 10 ans ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je rejoins ce que vient de dire Renaud sur la base de données au niveau de la construction, c'est fondamental. Et au niveau de l'exploitation, bien sûr aussi. Le bâtiment, c'est un actif physique, mais c'est aussi un actif digital. Et si on veut demain être réellement respectueux de l'environnement, faire des bâtiments plus verts, eh bien, il va falloir apprendre de l'historique du bâtiment, s'améliorer, croiser les données, comme on l'a dit tout à l'heure, pour essayer d'éviter de consommer de l'énergie pour rien. Pourquoi laisser de la ventilation allumée alors qu'on pourrait l'éteindre ? La ventilation, c'est le 2e poste d'énergie dans le bâtiment. Donc, ce sont aussi des applications pour sensibiliser les occupants. Il faut remettre un peu l'occupant au centre du bâtiment, ça c'est extrêmement important. L'occupant voudra des services digitaux qui aussi consomment de l'énergie, mais il voudra également être dans un bâtiment qui soit de plus en plus écologique, de plus en plus vert, voire autonome en énergie, avec évidemment de l'énergie renouvelable qui sera positionnée sur le bâtiment et qui pourra être aussi monitorée pour produire de l'énergie verte. Merci. Je vais passer la parole maintenant à Rémi Perroni. Donc, même question, même punition. Donc, dans 10 ans, comment voyez-vous l'évolution du secteur bâtiment ? Ok, je pense que je vais éviter de porter un jugement qui dépasse ma compétence, donc je vais rester dans le domaine du confort thermique. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu un gros effort, un très gros effort dans les 10 dernières années, en fait, sur l'augmentation de la performance thermique des bâtiments. On voit que maintenant, la thermosensibilité, donc la difficulté de chauffer les bâtiments est de plus en plus faible. On arrive sur des bâtiments qui sont bien conçus. Par contre, on l'a vu, la vraie difficulté maintenant, c'est plus parler de l'hiver, mais bien de l'été. Et donc, moi, j'espère que d'ici 10 ans, en fait, on aura la capacité de cesser d'être monotechnologique en parlant de climatisation et d'ouvrir des champs de développement, notamment sur les technologies qui sont beaucoup plus neutres en termes de carbone. Okay, merci. Donc, pour finir, je laisse la parole à Julien, donc, pour conclure aussi toujours sur la même question, sur ce scénario prospectif. Donc, dans 10 ans, on en sera où ? Facile de passer le dernier quand beaucoup de choses ont été dites, mais dans 10 ans, tout d'abord, on trouvera ça complètement incroyable que l'on concevait par le passé des bâtiments sans avoir prévu leur déconstruction et que l'on réduisait tout simplement en déchets des bâtiments qui étaient autant générateurs de carbone. Et en fait, plus globalement,
l'ensemble des bâtiments que l'on va réaliser seront beaucoup plus soucieux de la planète et de l'homme, et donc focaliseront beaucoup plus sur les performances environnementales et les performances de confort. Et surtout, elles ne seront pas juste des performances sur le papier, c'est des performances sur lesquelles les acteurs s'engageront pour les garantir. Je garantirai le confort du logement, je garantirai ses émissions de gaz à effet de serre et ses consommations énergétiques. Et pour finir, je crois que les bâtiments ne seront plus conçus isolément comme des bâtiments performants, mais seront bien conçus comme des composants performants d'un territoire et d'une ville performante. Merci à tous. Donc maintenant, je vais prendre quelques questions. Alors, j'essaie de voir ce que j'ai reçu comme question. Donc, si vous n'en avez pas encore posé, n'hésitez pas. Tac. Super. Alors, oui, j'ai pas, pour l'instant, ça se bouscule pas trop. Donc, je vais en poser une, moi, qu'on n'a pas abordée. Peut-être à Julien et puis à d'autres, si vous souhaitez compléter. On n'a pas beaucoup parlé du nouveau DPE qui va bientôt sortir. Donc, peut-être nous en donner nous en dire quelques mots, ça peut concerner un petit peu tout le monde. Vraiment très sommairement, Rémi, je crois que ce qu'il faut rappeler sur ce DPE, c'est qu'il s'inscrit lui aussi dans le sens de l'histoire. D'abord, le fiabiliser pour s'assurer qu'il donne des informations plus fiables, évidemment, plus orientées aussi vers celui qui va les utiliser, et donc plus facile à exploiter pour les occupants et les propriétaires. Et bien évidemment, c'est un DPE aujourd'hui qui passe d'une échelle en énergie à une double échelle énergie-carbone. Et donc, on voit bien que ça nous ramène à cette volonté de piloter à l'avenir davantage en métrique carbone. Ok, donc merci. Je ne sais pas si l'ensemble des intervenants voulaient rajouter quelque chose sur ce sujet ou sur autre chose d'ailleurs. Concernant l'évolution, j'évoquais également tout à l'heure la loi AGEC. Mais en fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que notamment dans la loi AGEC, il y a une filière REP qui va se créer dans le bâtiment. Et ça, c'est quand même une nouveauté qui va arriver très vite, puisque la filière REP va être discutée, comme je disais, à partir de ce mois d'avril. La consultation officielle démarre au mois de mai et est prévue pour le 3e trimestre sur les premiers rendus. Moi, en tant que co-recyclage également de la fédération Aircube, on fait partie de la commission interfilière REP. Et on le voit aujourd'hui, les REP accélèrent, les REP changent véritablement aussi la donne. Et du coup, aujourd'hui, l'ensemble des parties prenantes vont devoir travailler main dans la main pour permettre de créer une REP qui soit forte, qui soit intelligente et qui soit justement tournée vers tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, c'est-à-dire le réemploi, la réutilisation, le bas carbone. Et je pense que ça va être un des rôles centraux de cette filière REP, financée par l'ensemble des parties prenantes et l'ensemble des achats de produits et d'équipements dans le secteur du BTP, pour permettre de co-construire ensemble justement le modèle d'avenir dont on parle aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, j'ai toujours pas de questions de la part de l'Assemblée, donc on a dû être extrêmement clair et complet. Donc, nous arrivons au terme de cette table ronde. Donc, je tenais à remercier chaleureusement l'ensemble de mes invités. Donc, merci à Julien, merci à Rémi, merci Damien, merci Patrick et merci Renaud. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.